Quelle semaine européenne nous avons vécue. Des matchs qui, pour certains, resteront vraiment dans la mémoire. Et entre le match aller et le match retour, il y a bien sûr le championnat. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 29e journée de Ligue 1. Déjà la 29e, on est presque à la fin, c'est terrible. Donc, comme d'habitude, mes previews sur ce match-là. Et comme je le fais en ce moment, petit point sur le classement. Vous pouvez regarder évidemment le match qui vous intéresse, mais ce classement-là, il est très, très fou, on le sait et il y a clairement eu des très bonnes opérations en bas, comme en haut. Bon, clairement en haut, il y a une très, très bonne opération qui a été faite par l'OM, hein, qui est maintenant à 52 points. Plutôt en ballottage, je pense, favorable, pour aller en Ligue des Champions. En tout cas, l'équipe peut totalement, jouer la LDC. Le destin est entre leurs mains. Monaco a du mal, mais ouais, effectivement, Strasbourg fait également une opération folle. On en parlera après. C'est irréel ce qui est en train de se passer. Lyon revient dans la course, évidemment, les plus gros perdants ici, à part Monaco, c'est Nice et Lille, qui ont chuté. Attention à Brest et Lens en embuscade et en bas, évidemment, que c'est Le Havre. On va en parler après. Très, très fan de cette équipe havraise. Bref, mes chers amis, mes chers camarades, je vous souhaite comme d'habitude un excellent week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon, courage si vous avez, beaucoup de choses à faire en ce mois d'avril, en ce mois de mai. Bon courage pour ceux qui travaillent. Vous connaissez, tout ceci. Je vous souhaite une excellente vidéo. Je rappelle qu'elle est disponible en podcast ou même si vous êtes sur YouTube, écoutez-la à côté, faites quelque chose à côté parce qu'elles sont souvent très, très longues. Ces vidéos-là, vous le savez très, très bien. Et commençons par une affiche, ben, qui, mine de rien, est super cruciale et j'aurais peut-être cru ça, côté d'une seule équipe, à savoir Reims, mais ben, ça devient un peu crucial pour Lens. Alors, que se passe-t-il à Lens? Je sais qu'il y a une belle, communausoise sur la chaîne notamment. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, Auréma aussi, même si on a beaucoup moins sur la chaîne, salut à vous, hein, si vous êtes là, bien sûr. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Ouais, mais Lens, voilà, j'étais en mode: «Ouais, ventrou machin», mais bon, dans les faits, il y a quand même eu, quelques victoires ces derniers temps. Sur les, 4 derniers matchs, on a 3. OK, tu es 9 de Ligue 1, mais avec 42 points, je rappelle une chose extrêmement importante, la 7e place, si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, cette 7e place est qualificative pour la Conference League, pour les barrages, hein, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi pas? On sait que Lens, voilà, peut, vraiment viser cette place-là. En tout cas, ils ont été, bah, peut-être 7e la saison dernière, je ne sais même plus. Mais je crois qu'il y a bien un moment des barrages conférences. 42 points. Actuellement, tu as 5 points d'écart, bah, sur, le rival, hein, Lille qui est actuellement 7e. Pourquoi pas? Pourquoi pas bien terminer pour Lens? Et ce match-là, ben, mine de rien, il est extrêmement important parce que oui, tu peux choper des points face à un Reims, qui, on sait, est en crise malgré une, sensation extrêmement particulière, côté Reims, je pense qu'il leur a fait très, très plaisir, battre 3-1 Marseille, hein. Marseille qui allait très, très mal. Match, réellement, complet et très pertinent de la part de Reims, voilà, qui a quand même vu grâce à cette victoire, ils ont un petit peu soufflé, mais on rappelle qu'ils sont 16e barragistes et le maintien n'est absolument pas, acquis. Quand tu sais que notamment tu as Saint-Étienne en embuscade, bon, même s'ils ont un goal average très, très mauvais, Saint-Étienne quand même peut, revenir. Attention quand même, parce que voilà, Reims a eu, sa bonne petite période, match nul contre Brest, victoire contre Marseille, qualification en finale, de la Coupe de France, c'est clair. Et bon, un match quand même relativement compliqué, hein, soyons honnêtes, face, à Strasbourg, même si je sais qu'il y a, voilà, une chose qui a fait vraiment, vraiment polémique en fin de match, c'est un potentiel penalty, faute sur Ito. Je vois effectivement la faute dont on vous pouvez parler, je pense, ouais, c'est Barco peut-être qui pousse Ito. Alors pourquoi il n'y a pas eu penalty? J'essaie toujours de trouver des explications, peut-être parce que tu considères que Ito n'a pas le ballon et que voilà, il cherche la faute, j'en sais rien les gars, honnêtement, je n'en sais rien. Même si voilà, dans les faits, si on prend le match complet, encore une fois, j'ai revu le résumé. Grosso modo, Strasbourg était plus dangereux. Ils ont marqué d'ailleurs vraiment très, très tôt sur le terrain et bon, le momentum indique quand même des gros, gros pics bleus. C'est une vérité. Il y a eu une petite phase, bonne pour Reims. Dans les faits, c'est relativement compliqué. Honnêtement, sur ce match-là, je vais être honnête avec vous. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que voilà, Lens, à domicile, alors malgré que c'est Bollaert, on sait, hein, Bollaert, une des meilleures ambiances de France, c'est pas la folie furieuse avec 20 points cette saison en Ligue 1 à la maison. Clairement, Lens a beaucoup déçu, à la maison. C'est, beaucoup, beaucoup moins le cas à l'extérieur où ils sont littéralement 3e de Ligue 1 à l'extérieur, je sais pas, vous vous rendez compte? Donc oui, Lens a eu, la majorité de ses points à l'extérieur. D'ailleurs, voilà, je vous laisse quand même regarder un truc, c'est que Reims, avec 13 points à l'extérieur, bon, ils font quand même, enfin, la même chose qu'à domicile. Ouais, Reims également ne reçoit pas très bien. Donc voilà, je vous dis quand même ceci maintenant, soyons clairs, normalement sur le papier, c'est bien Lens qui est favori, mais j'ai pas non plus un instant de fou parce que voilà, il y a eu, des victoires de Lens certes, mais très, très peu de buts marqués, hein, sur les derniers matchs. Voilà, il y a eu on sait une grosse crise ici. Un but marqué contre Marseille, on se souvient un peu du scénario. Un but marqué, contre Rennes, tu as gagné également. Tu as gagné également 1-0 contre Saint-Étienne où honnêtement, tu as été bon. Alors il y a eu une, je crois une méga situation
pour Saint-Étienne peut-être en toute fin de match ou plutôt en fin de 1 période. Donc voilà, c'était un match où tu as eu des situations, mais on connaît, hein, le problème de ce sens-là, tu n'as pas de finition. Tu n'as pas de finition, celui qui a marqué c'est Koyalipou, c'est bien, c'est cool. Mathieu Ryan et d'ailleurs, voilà, homme du match ici FotMob. Bon, même si voilà, encore une fois FotMob, c'est juste un site, d'algorithme, on va dire et honnêtement pour ma prédiction sur ce match-là, ce serait vraiment que Lens, c'est dans les faits meilleur que Reims. Maintenant, je mettrais Lens, vainqueur honnêtement sur ce match-là, mais j'ai un vrai stress parce qu'on sait que Reims, maintenant voilà, c'est un running gag, ils mettent le bus, ils sont très resserrés et c'est compliqué de générer des occasions contre eux. On sait que Lens a un problème de créativité de 1, même si c'est pas le pire non plus de Ligue 1. Par contre, ils ont un énorme problème de finition. Je peux imaginer la punition côté Lens. Une punition peut-être, voilà, tu domines clairement, tu es au-dessus de Reims et tout, mais tu arrives pas à marquer, tu arrives pas à gérer suffisamment d'occasions et Reims, à l'instar un petit peu de ce qu'ils ont fait contre l'OM, avec les flèches qu'ils peuvent avoir, ils peuvent marquer en contre. Match très bizarre, tous les scores honnêtement sont possibles pour moi. Je vais quand même mettre Lens vainqueur. Je pense qu'ils arriveront à faire, craquer, Reims. Attention, ils ont quand même du ouf, hein, qui est un bon gardien. Ça sent tellement le match piège pour les Lensois. Je vais dire victoire de Lens, mais vraiment sans conviction. Peut-être, du 60-40, pas beaucoup plus grand, parce que c'est typiquement le genre de match, le genre de physionomie où Lens peut être piégé. Lens à 60-40, attention, Reims n'a pas encore dit son dernier mot, ils veulent se maintenir. Et là, mes chers camarades, nous avons un des matchs les plus décisifs de cette saison. Et oui, à l'instar un petit peu du Lyon-Lille la semaine dernière, ai-je besoin d'exprimer à quel point ce Monaco-OM est ultra crucial pour les 2 équipes? Autant vous l'expliquer de manière très cash, très rapide. Monaco a 50 points, Marseille en a 52. Si Marseille remporte ce match-là avec 55 points, soit 5 de plus sur Monaco, alors dans ma tête, je considérerais que Marseille sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Je ne peux pas imaginer l'OM avec 55 points, soit plus de 5 que Monaco, ne pas finir en Ligue des Champions. Pour moi, c'est impossible. Donc, ce match-là est ultimement capital pour les 2 équipes parce que Monaco, vous avez bien compris en cas d'effet de sa schlingue. Par contre, s'ils gagnent, ils repassent à 53 devant l'OM et on repart encore une fois sur une fin de saison ultra serrée pour les 2. C'est à Monaco. Ce match-là se passe à Louis II pour, voilà, ceux que ça intéresse, même si c'est pas le truc, qui va définir le match. Je vous donne juste des stats clés. Monaco reçoit extrêmement bien. Voilà, cette saison en Ligue 1, il y a pas de débat. C'est largement une des meilleures équipes de France. Je pense que si on doit faire un classement des équipes à domicile en France, ce serait, PSG 1er. Ce serait probablement Strasbourg, 2e quand même vis-à-vis de tous les matchs qu'ils ont eu et peut-être Nice et Monaco, 3e et 4e, on va dire. Donc Monaco, c'est excellent à la maison avec 32 points, 10 victoires, hein, 2e plus gros, total de victoires à la maison, c'est énorme. À Marseille, voilà, à l'extérieur, ils ont plutôt bien géré ça, jusqu'à ces dernières journées où ils ont quand même eu des déplacements relativement compliqués avec une crise, notamment tactique qu'on a évoquée sur cette chaîne-là. Ouais, est-ce que l'OM pourrait jouer différemment? Il y a des vidéos sur l'OM sur la chaîne, je vous invite à aller les retrouver. J'ai évoqué Reims, j'ai évoqué la semaine dernière notamment Toulouse. 5 défaites, voilà, pour Marseille, bon, dont une, au Parc des Princes, pas la pire, mais Reims, par exemple, c'était problématique, Auxerre, c'était problématique, entre autres. Bon, dans les faits, ce match-là, il y a le prono ne sert à rien. Encore une fois, là vraiment tout est possible, surtout dans ce genre de gros match. Vous mettez match nul, OK, vous mettez Monaco, OK, vous mettez, Marseille, c'est OK. Je vais vous dire, simplement quelle physionomie je pourrais imaginer et du coup, ma prédiction sur ce match-là, ce sera quoi? Moi, j'imagine quand même et de manière totalement logique parce que c'est le jeu de ces équipes-là, Marseille avoir le ballon. Marseille aura pour moi le ballon face à Monaco. Mais et c'est peut-être la chose, je pense, qui va faire peut-être, de rendre le smile aux supporters marseillais, c'est que Marseille, on le sait, cette saison, ils ont un énorme problème face au bloc bas. Face au bloc bas, c'est terrible. Il y a vraiment problème de créativité, problème de finition même, hein, sur certains matchs, notamment celui de Lens, hein, voilà. C'est une vérité, tu as du mal. Tu as du mal et tu es exposé parce que tu es très haut sur le terrain. C'est risqué de jouer comme ça. Il faut aussi des gens qui savent très bien contre-presser, des gens avec beaucoup de volume de jeu et des défenseurs de grosse qualité. Ce que tu n'as pas actuellement à l'OM, c'est une vérité avec Balerdi absent. En plus, c'est très problématique. Donc oui, Monaco qui marque contre l'OM, je le pense absolument. Mais je n'ai pas terminé. On a bien compris, l'OM face au bloc bas, c'est compliqué. Par contre, face aux équipes qui ont le jeu, je vous prends par exemple le PSG. Alors, ok, sur ce match-là, l'OM, voilà, quand vous regardez le momentum, il n'y a pas beaucoup de bleu ciel, mais il y a quand même une séquence. Première période, donc pendant 10-15 minutes, l'OM était plutôt ok, même en seconde période. C'est une vérité. Voilà, on le dit aussi avec objectivité. Et en fait, l'OM, c'est intéressant de se dire que c'est une équipe, quand l'adversaire n'est pas forcément ultra resserré, quand l'adversaire va essayer de se projeter, ça peut le faire.
Et dans le cas de Monaco, ben, c'est ça qui est ultra intéressant à noter, c'est que Monaco, alors vit une période très compliquée parce que ils étaient plutôt bien, ils ont vécu, voilà, une élimination Ligue des Champions qui est un peu terrible, beaucoup de défaites et de matchs non remportés récemment. Ils s'étaient un petit peu remis dedans et ils ont perdu, face à Brest. Alors Brest, on en reparlera après, qui a fait vraiment un match héroïque, qui a été clutch dans les moments où il le fallait. Monaco, OK, ils ont quand même de la possession en Ligue 1, mais c'est pas l'équipe qui a le plus de possession de France. Vraiment, vraiment pas. Enfin, en France, oui, mais c'est pas typiquement leur ADN. Monaco, n'est pas obligé d'avoir le ballon et l'OM aura le ballon face à Monaco, je suis quasi sûr de ça. Et mine de rien, quand tu sais que cette, équipe de Monaco, elle a, je pense, hein, vraiment, niveau potentiel offensif, technique, dribble et cetera, en Ligue 1, vraiment l'élite, hein, c'est très, 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 très qualitatif, c'est vrai. Mais derrière, même s'il y a eu des matchs très, très convaincants défensivement, bah, malheureusement, tu as encore une fois un gardien qui est terrible ici. Tu as un gardien qui est sombre. Je suis désolé, vous le savez très, très bien si vous supportez Monaco, c'est pas possible. Vous avez aussi une charnière, bah, honnêtement, qui a été bon. Enfin, Kehrer a été bon cette saison. Il a été bon. Mais cette défense a déjà fait des erreurs. Vous allez me dire, comme la défense de l'OM, je suis d'accord avec vous. Moi, comment j'imagine ce match-là? Un OM qui aura le ballon, qui se verra face à un bloc de Monaco qui sera pas forcément ultra bas, qui va essayer de presser et ressortir. Et en fait, un match qui peut vraiment être attaque-défense. Avec deux défenses, surtout celle de l'OM, pas forcément rassurantes, mais des attaques qui peuvent être en feu. Et autant l'OM face au bloc bas, c'est compliqué, autant l'OM, quand il y a des espaces à exploiter, c'est très très bon. Je suis désolé, mais quand l'OM peut ressortir, je vais pas dire que c'est aussi bon Monaco, parce que Monaco, je les trouve excellent, vraiment. Excellent, excellent, excellent dans les attaques de surface, etc. Vraiment. Mais Marseille n'est pas loin pour moi sur ce registre-là. Alors, je vais juste regarder une chose contre Toulouse. La seconde période fut vraiment très très bonne. Voilà, la possession était, beaucoup plus, équivalente, hein, entre Marseille et Toulouse. Peut-être imaginer ce genre de match un peu attaque-défense avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de possibilités. Ouais, j'ai fait une longue tirade. Putain les gars, la vidéo elle dure déjà très, très longtemps. En même temps, c'est le match, hein, de cette journée. Monaco a perdu des points cruciaux. Monaco reçoit très, très bien. Marseille quand même se déplace bien. Il y aura pas un bloc bas de Monaco. Il peut avoir une possession équivalente. Très, très chaud. Mais pourquoi pas dire, très légèrement Marseille, j'ai pas envie de mettre un nul. Franchement, les gars, flemme, flemme. Flemme de mettre, un nul comme ça. En vrai, moi, j'aimerais bien Monaco. J'aimerais beaucoup que Monaco gagne pour avoir un suspense au max du max du max du max, jusqu'à la fin de saison. Mais je pense qu'il y a une dynamique qui s'est inversée. Je pense qu'aussi la semaine de crise qu'il y a eu à Marseille, ça a un peu remis les pendules à l'heure. Je pense qu'il y a aussi, tactiquement parlant, des éléments réels qui vont te dire que Monaco, peut souffrir face à cet OM-là. Je peux imaginer un match avec beaucoup, beaucoup de buts, honnêtement. D'ailleurs, si vous vous intéressez, regardez un petit peu l'historique, des matchs entre Monaco et Marseille. Il y a eu énormément de buts, hein. Regardez à l'époque, en 2021, il y avait un 3-1 ici pour Monaco, 2-0, pour Marseille à l'extérieur cette fois-ci. Là, Marseille avait gagné 3-2 à Monaco. Monaco avait gagné 3-2 chez eux, 2-2, à Marseille. Enfin, des matchs souvent très, très fous. On se rappelle d'ailleurs en 2017, je m'en souviens très, très bien, le 6-1 qu'avait mis Monaco à Marseille. Oh là là, s'il vous plaît, messieurs, proposez-nous du football. Donnez-nous des buts. Pitié, au moins 5 buts sur ce match-là. Un match un peu foufou. Monaco qui ouvre le score. Marseille qui revient. Monaco qui mène 2-1. Allez, pourquoi pas un énorme match. 3-2 pour l'OM. Allez, pourquoi pas. Franchement, un petit 3-2 pour l'OM, ça peut être fou. Mais je vais dire du 55-45 grand max. Énorme tirade. Purée, la vidéo, elle va tellement être longue. J'espère que vous avez apprécié quand même, les gars. N'hésitez pas à liker, hein, évidemment. La vidéo n'est pas du tout terminée. Mais énorme match. On en parlera à 100%. Je suis quasiment sûr de ça. Purée, là aussi, on a un match super tendu. En vrai, là, la vidéo, je suis désolé, hein, pour les équipes qui vont arriver, mais j'ai pas envie qu'il dure non plus 2 heures, parce que je parle énormément, mais ce Toulouse-Lille, il est extrêmement intéressant. Ouh là là, j'ai pas du tout un bon feeling pour le LOSC, c'est abusé. Vraiment, les gars, là, vrai, je vous dis un truc, j'ai un mauvais feeling pour le LOSC. Je sais pas. J'ai là vraiment, alors, on peut l'expliquer d'un point de vue football, mais j'ai envie de mettre une victoire Toulouse. Et je dis même victoire Toulouse. Pourquoi? Parce que en fait, Toulouse, il faut comprendre un truc, c'est qu'ils perdent des matchs. Ils perdent des matchs, voilà. Ces derniers temps, ils ont perdu. Mais est-ce que Toulouse fait des mauvais matchs? Est-ce que Toulouse fait des mauvais matchs? Je sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, Toulouse est surtout une équipe qui a trop gâché dans tous les sens du terme cette saison. Parce que tu as des matchs, enfin, par exemple, celui-là contre Marseille qui perd 3-2, il y a des buts formidables, hein, de l'OM, hein, certes. Il y a un CSC quand même de Soiseau, mais tu as des performances individuelles, genre, bah, Soiseau, il s'est bien rattrapé, Sirois était super bon comme d'hab, hein, entre autres. Mais tu as toujours des joueurs qui te fument le match. Rey, sur ce match-là, il peut être fautif, comme on l'a pu le voir fautif sur le second but face à Brest. Babika, il te tue un peu le match. Mais pourquoi alors je te dis, ouais, j'ai un mauvais feeling pour le LOSC, parce que le LOSC, bah, déjà, ils ont enchaîné quand même des défaites et ce qui est un peu terrible pour eux, c'est que ce match-là qu'on a débrief, hein, sur la chaîne entre Lyon et le LOSC, ben, Diakité marque très, très tôt, c'est super, mais en vérité
Pour moi, il y a vraiment un LOSC qui a diminué collectivement. Je sens vraiment un LOSC, alors peut-être qu'il est fatigué et tout. Il y a toujours, André notamment qui est extrêmement actif, notamment défensivement, il y a pas de problème, mais je sens une équipe du LOSC qui a perdu de sa splendeur. Vraiment, vraiment, des joueurs comme Bakker sont un peu éteints. Meunier peut encore être vraiment, vraiment fautif dans cette équipe-là, on le sait très bien. Chevalier ne peut pas assurer tout seul, il reste un des joueurs qui a sauvé le plus de buts à son équipe, c'est vrai. Tu as des joueurs comme Jonathan David, je suis désolé, alors peut-être c'est une unpopular opinion, mais pour moi, ce joueur ne fait pas assez par rapport à ce qu'il pourrait faire. Il marque beaucoup de buts, certes, quand même certains beaucoup sur penalty, mais il ne fait pas assez. Il pourrait être beaucoup, beaucoup plus fort. J'insiste là-dessus. Je suis un peu pessimiste. Je suis un peu pessimiste. On parlait toujours dans la Ligue 1, une équipe qui peut tout perdre. Je me demande si c'est pas la saison où le LOSC va tout perdre en fin de saison. J'espère pas ça, mais on sait que même Genesio à l'OL, parfois il y a des fins de saison, tu sais pas trop. Ça perd un petit peu le groupe. Lille actuellement est septième, donc ce match-là est évidemment crucial. Pour Toulouse, ce match n'est pas crucial. Parce que dans les faits, Toulouse, c'est fini, ne joue plus rien. Mais dans ma tête, alors, vraiment ne je sais pas, je vois pas du tout le LOSC gagner ce match-là. Au pire, dans l'absolu, je vois un nul, mais j'ai un vrai mauvais feeling sur le LOSC. Pourtant, c'est vraiment une équipe, auquel j'ai vraiment fait confiance cette saison, mais là, sur cette fin de saison, ça va pas. Même, tu vois, il y a des victoires, par exemple, je prends celle-là contre Montpellier, elle est pas belle. C'est une victoire, ouais, mais est-ce que c'est un beau match? C'est pas un match de fou. Soyons honnêtes, ce n'est pas un match de fou. Monaco, tu gagnes 2-1, ouais. Monaco te met quand même mal, hein, sur le match après. Tu as perdu contre Le Havre, tu as perdu contre Nantes, tu as gagné 1-0 contre Lens, OK. Match que très, très bien dominant en première, hein, il y a pas de problème là-dessus. Vous me dites, en tout cas, si vous êtes notamment supporter du LOSC, comment vous sentez ce match-là? Mais moi, je vous dis un truc, peut-être qu'au final, il y aura un petit nul, honnêtement, parce que Toulouse rate trop, choque beaucoup, beaucoup trop, pas de réalisme du tout. Mais vous savez, les gars, je vais suivre mon instinct et dire une victoire Toulouse. Alors peut-être je vais totalement me tromper. Le LOSC va gagner 3-0 au Stadium. J'en sais rien, mais j'ai un mauvais feeling. Je rappelle quand même que, ouais, au Stadium, Toulouse a très très peu de points. 16 points, voilà, c'est une vérité, je suis honnête avec vous. Certes, je vois une victoire de Toulouse, mais Toulouse, c'est pas bon à domicile. C'est une vérité, c'est parmi les dernières équipes de Ligue 1. Quand tu sais que voilà, Lille a eu beaucoup, beaucoup de points à domicile à l'extérieur, c'est pas le drame non plus, même si c'est pas la folie non plus, il n'y a que 4 victoires à l'extérieur. Pour moi, tout indique un nul. Je vais dire victoire de TFC. Voilà, j'ai un instinct, les gars, c'est rare que j'ai un truc comme ça, mais voilà, je pense quand même que j'ai assez développé sur ça. Vous me donnerez vos avis, évidemment, je les lis sans aucun problème, mais j'ai un mauvais feeling pour le LOSC. Vraiment, vraiment mauvais. Très bon match, en tout cas, aux deux équipes, et c'est un match évidemment ultra crucial pour le LOSC. Aïe, 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 aïe. Le Strasbourg, OGC Nice. Aïe, aïe, c'est quoi ce match encore, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce match? Ah là 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 là! Nice, quelle tristesse quand même, hein. Cette équipe, je la voyais en Ligue des Champions, mais là, 47 points, c'est pas terminé parce que voilà, tu es à 4 points de Monaco, tu peux oui, Nice peut se qualifier en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce qu'ils ont leur destin entre leurs, pieds, on va dire? En vérité, oui, même s'il faut espérer quand même que Monaco perde, par exemple, mais ils ont leur destin parce que voilà, il y a Strasbourg. Et oui, Strasbourg fait une saison légendaire. Strasbourg est actuellement 4e de Ligue 1 avec 49 points. Strasbourg est à un point de jouer la Ligue des Champions. Et Strasbourg à domicile, c'est probablement la meilleure équipe de France hors PSG. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que voilà, à l'extérieur, ils se déplacent très très bien, hein, énormément de points à l'extérieur. D'ailleurs, Nice, vous voyez un petit peu 19 points ici, ok. Mais c'est surtout à la maison. À la maison, Strasbourg, alors au niveau du volume des points, ils sont sixième, mais ils ont joué un match en moins. Regardez, 13 matchs par rapport aux autres équipes. S'ils remportent le match contre Nice, ils auront eu 31. 31 points, c'est troisième. Mais ils ont surtout qu'une seule défaite. Donc hors PSG, c'est effectivement la meilleure équipe de France à domicile. Et en vrai, Nice, il y a encore un mois, c'était la deuxième meilleure équipe de France à domicile pour moi, même devant Strasbourg. Mais ils ont pas mal perdu. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que Nice est en train de crouler. Il y a souvent des équipes qui en fin de saison peuvent un peu tout perdre. Ouais, Nice, ils sont en train de tout perdre. Nice est vraiment en train de tout perdre. Des matchs trop, trop décevants. Alors, tu bien enchaîné, hein. Des bonnes victoires, même si c'était, oui, on m'a dit, Meche, Koro, c'est face à des équipes faibles sur le papier. Bien sûr que ben, quand tu as affronté un lance en crise, un Havre, voilà, qui on sait reçoit très très mal, Montpellier, on n'en parle même pas, Saint-Etienne, défense très très compliquée. Ok, bah oui, tu dis, ouais, Nice pouvait gagner, mais il fallait l'assurer. Et c'est pas parce que tu joues bah, c'est des équipes plus faibles que tu gagnes tout le temps. D'ailleurs, le LOSC a perdu contre saint Le LOSC a perdu contre le Havre. Vous voyez un peu l'idée. Par contre, ouais, contre Lyon, ouais, match un peu compliqué au niveau de la production. Lyon, t'as piqué un peu au vif en seconde. Au cercle, c'était pas un beau match au niveau de la productivité, honnêtement. Je crois que tu as eu une petite réponse quand même. Petite seconde période. Alors, la productivité. Ah oui, oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'est le rouge au bar avait raté plutôt la finition. C'était la finition plutôt qui pêchait côté
côté Nice, c'est une grosse, grosse clim la fin. C'est vrai, je me suis trompé de match, c'était un autre match où Nice avait eu, très, très peu de production. Bah, ouais, c'est surtout ce match-là, en fait, contre Monaco, où là, tu as vraiment sorti Nice en grande, grande difficulté. On sait que Monaco peut être excellent, voilà et évidemment et ça, c'est problématique, c'est très problématique, cette défaite face à Nantes. Ce qui est terrible, c'est qu'un peu que face à comme face à Auxerre, ce match-là pour Nice, il est pas calamiteux. Alors, ils ont une possession outrageuse, OK. Mais quand tu as 21 tirs, quand tu cadres 9 fois, quand tu as 4 grosses occasions, certes, tu as manqué de finition, je ne dis pas le contraire. Notons quand même que l'homme du match, c'est un gardien et ça, c'est à noter. Donc manque de réussite criant, pour Nice et en fait, ce qui est terrible pour les Niçois, vous savez quoi? C'est qu'il a une équipe, ben, sur cette fin de saison en Ligue 1 qui incarne le mot réalisme et c'est bien Strasbourg. Alors là, c'est très réaliste. C'est trop réaliste même. Ils sont en surperformance, bien évidemment. Pour ceux qui se posent la question: «Comment Strasbourg est en Ligue des Champions?» Strasbourg surperforme vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est aussi, voilà, c'est une forme de mérite. Il faut surperformer aussi pour avoir des résultats. Ce match-là contre Reims a été, plutôt géré, mais encore une fois, tu as un des joueurs les mieux notés dans cette équipe et limite peut toujours être homme du match, bah, c'est bien Petrovic. Petrovic fait 6 arrêts face à Reims. Il est parmi les hommes du match. Face à Lyon, je pense qu'il est, voilà, il est ici, hein, 8,3, il est également parmi les hommes du match, 9 arrêts. Petrovic est sur une forme absolument irréelle. Pour ceux qui ne suivent pas trop la data, le meilleur gardien de France selon les statistiques avancées, c'est Petrovic et de très, très loin. Petrovic a fait remporter à Strasbourg un nombre de points absolument incalculable et j'insiste là-dessus. Il faut dire les termes. Oui, Strasbourg va en Ligue des Champions, notamment grâce à Petrovic et grâce aussi évidemment face à une attaque, de feu, hein. Beaucoup, beaucoup de réalisme devant. Alors, je vais être très clair. Alors franchement, je ne vais pas de match nul, mais je vois encore Strasbourg gagner, quoi. C'est fou, quoi. Mais vous savez quoi? Allez, allez, je vais quand même j'hésite. Je vais mettre un match nul. Alors je vais mettre un match nul, je vais m'expliquer. Strasbourg est ultra réaliste. Nice a manqué beaucoup de réalisme. Il y a un moment où ça se rééquilibre. Nice, je pense, peut sortir un vrai bon match à l'extérieur, quand même, parce que cette équipe de Strasbourg, elle est exceptionnelle, oui, mais elle n'est pas imperméable. C'est pas comme si elle subissait jamais. Preuve, regardez Petrovic, le nombre d'arrêts qu'ils ont. Et à un moment, Nice est en besoin de points aussi. Perdre ce match-là, c'est une catastrophe. Dans l'absolu, Strasbourg gagné, ok. Les voir perdre, ouais, j'y crois très peu. Honnêtement, si vous me dites que Nice va gagner à Strasbourg, j'y crois vraiment, vraiment peu. Ils ont la capacité, hein, si c'était un Nice en confiance, j'aurais dit pourquoi pas. Mais je me dis, on va avoir un match où Petrovic fera encore des arrêts, mais il y aura peut-être pas le réalisme offensif devant pour les Strasbourgeois cette fois-ci. Et donc, on pourrait avoir peut-être un 1-1 ou un 0-0, ce que j'espère pas. Un peu triste au début. Mais pourquoi pas un match nul ici. Je vais dire ça en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez. Mais c'est un match au classement qui est tellement, tellement ridicule. Enfin, s'il vous plaît, c'est abusé. D'ailleurs, si Nice gagne, ils sont à 50 points, donc un point de plus que Strasbourg. Même scénario un petit peu que si Monaco bat Marseille. Bon match de 2 équipes, ouais, on verra bien. Petrovic en feu peut-être, Guessant de l'autre côté. Match de gardien potentiellement, match d'attaquant. Très, très bon match en prévision, je l'espère. On va dire un petit match nul pour ce RCSA OGC Nice. Et un très, 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 très beau Strasbourg-Brest pour commencer ce 13 avril, ce dimanche. Et ce match-là, bah, je pensais encore une fois qu'il allait être important que pour une seule des 2 équipes, mais peut-être qu'il se passe une folie. Mesdames, messieurs, peut-être qu'il y a une équipe, qui, veut vivre une histoire. Alors cette équipe, elle se nomme le Stade Brestois parce qu'avec leurs 43 points et simplement 4 points sur le 7e et le 6e, oui, Brest peut rêver d'Europe, encore une fois. Alors, la faute à quoi? Ou plutôt grâce à qui? À quoi? Bah, grâce à un réalisme déjà formidable, beaucoup, beaucoup trop de résilience, un match remporté, 94e, Camara, ouh là là! Match, voilà, où Monaco aura eu un vrai déficit de créativité, on le sait très, très bien, mais ça peut être dur de jouer à Brest, on le sait. Mais de là à avoir vu Brest battre Monaco, c'est un tout. L'AS aura fait un vrai, vrai gros match encore une fois. On sait, voilà, cette équipe, elle a la capacité à puiser en elle-même et aussi, je sais pas, mais une vraie énergie qui se dégage de cette équipe-là de Brest. Il y a pas de problème là-dessus. Donc Brest, il se passe une folie, un match, plutôt bien en vrai, hein, contre Monaco. J'ai pas grand-chose à redire, surtout au niveau de la mentalité. Alors 4 buts inscrits face à Toulouse avec une énorme, énorme, énorme surperformance, on le sait très bien, mais c'est aussi le football et ouais, un Brest en confiance qui veut finir canon, donc je suis plutôt optimiste pour ces Brestois. Maintenant, alors il y a une équipe très particulière, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une équipe qui, on le sait, voilà, cette saison, pire défense, ils encaissent des occasions non-stop, on le sait, mais je le dirai toujours, moi j'aime beaucoup cette équipe sur sa production. Alors, ce qui est terrible pour eux, ça fait vraiment mal. Cette victoire-là, elle fait très, très mal contre Lens. Elle fait très, très mal.
Contre Lens, oui. Il y a une forme de logique. Alors, tu as eu des situations, c'est vrai. Je pense c'est qui a raté le plus d'occasions sur ce match-là? Je vais juste regarder. Grosse occasion manquée, Davitashvili. Ouais, ça m'étonne pas, 2 grosses occasions manquées ici. Il y a Wadji qui en a raté une ici, Cardona. Il y a eu des ratés majeurs, notamment Cardona sur, ce match-là. C'est terrible parce qu'en vérité, ouais, je pense que Saint-Étienne, en vrai, ils ont un seul buteur, c'est Stassin. Stassin marque beaucoup, malheureusement, voilà, ça n'a pas été un match de fou pour lui, contre Lens, mais Stassin a beaucoup marqué, hein, ces derniers temps. En 2025, bah, parmi les jeunes, il a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Il a d'ailleurs marqué face au PSG. Saint-Étienne, c'est du jeu, c'est du football. Ça peut avoir une bonne production. Des occasions, ils en ont eu, bah, même contre Lens, même contre le PSG. Mais derrière, c'est très compliqué. Abusé, abusé. Saint-Étienne doit absolument gagner, quoi. Est-ce que Saint-Étienne va descendre en Ligue 2, quoi? Ce match-là, il est important pour Brest, mais je pense qu'il est encore plus important pour Saint-Étienne. Saint-Étienne a quand même un truc, c'est le chaudron. Et ça, je le dis notamment aux Brestois qui me suivent. Le chaudron, c'est excellent. Même, je pense, au niveau du classement, voilà. Quand tu es une équipe qui joue le maintien, tu as gagné 17 points à la maison, c'est pas la mort non plus. Voilà, tu fais mieux que certaines autres équipes qui jouent le maintien, notamment. OK, surtout à l'extérieur, voilà, Saint-Étienne, c'est atroce. C'est atroce à l'extérieur et Brest se déplace plutôt très mal. C'est vrai que Brest, c'est pas à 8 défaites quand même à l'extérieur, ça fait mal, hein. Ça fait mal pour les Brestois. Mon feeling, c'est quoi? C'est qu'avec le classement actuel, on a un Saint-Étienne qui est à 3 points du barragiste. Alors, peut-être contre la dynamique brestoise, contre peut-être, qui n'a pas perdu depuis 4 matchs, mais je pourrais imaginer un monde où on voit, Saint-Étienne gagner. Le truc, c'est que Brest, c'est quand même une équipe que j'ai beaucoup suivie cette saison notamment et pas que. C'est une équipe, dont je connais leur capacité de bien repartir de l'avant. Je pense qu'en plus Saint-Étienne peut avoir un peu le ballon sur ce match-là. Ils vont laisser des espaces et des mecs, voilà, comme Lees-Melou, comme Camara ou quoi là, parce qu'ils vont lancer des gars comme Ajorc, Pereira Lage et cetera, tout ce que vous voulez, Sima Bref et tout. Pour moi, Saint-Étienne va pas tenir ça. Je suis désolé, mais le potentiel offensif de Brest est bon. Brest, en projection pour attaquer les espaces, ils sont très, très, très bons. Ils l'ont, bah, d'ailleurs vraiment bien fait face au PSG. Ils auront marqué face au PSG d'ailleurs comme ça. En fait, je peux imaginer un match très cruel pour les Stéphanois où ils marquent, peut-être même ils marquent 2 fois, mais ils peuvent s'en prendre 4. Donc, à contre-cœur, parce que j'aimerais vraiment que Saint-Étienne se maintienne, je peux imaginer une victoire de Brest à l'extérieur avec un Saint-Étienne même qui ouvre le score. Mais à l'image du Saint-Étienne PSG, alors évidemment, voilà, on va pas comparer Brest au PSG, mais vous avez compris l'idée. C'est un Saint-Étienne qui ouvre le score et qui coule un peu. Je peux vraiment imaginer un Saint-Étienne qui ouvre le score et qui en fait ne va pas tenir. Brest reste vraiment, pour moi, dangereux offensivement. Il y a des joueurs qui sont forts, très très forts dans cette équipe-là. Les gars, si elle s'est qualifiée pour les barrages Ligue des Champions, ce n'est pas pour rien. Cette équipe, elle a de la qualité à revendre. Il y a eu des blessés cette saison, on le sait, et tout, mais trop de qualité individuelle. Il y a de la qualité pour de la Ligue 1 qui est trop bonne. Les Melou, c'est trop bon pour la Ligue 1. Lala est très très bon. Vraiment peut être super important. Camara, si voilà, il a marqué quand même un petit peu cette saison. Ajor qu'il a moins marqué en ce moment, mais il restera toujours utile dans son jeu de déviation notamment. Je pense que c'est un peu trop pour Saint-Étienne. S'il y avait une équipe brestoise un peu moins forte offensivement individuellement, surtout actuellement, j'aurais peut-être mis Saint-Étienne vainqueur. Mais là, j'imagine un scénario où Saint-Étienne ouvre le score et après il coule et une victoire de Brest. Je vais dire ça ici et je pense qu'on va monter à ouais, à ce alors là, je vais le mettre plus bas quand même ça. Mais ouais, on va le mettre à 60-40. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas, fait les autres. Voilà, un truc comme ça, 60-40 pour Brest, sur ce match-là. On peut même monter à 65 si vous voulez. Comme ça, voilà, on fait, la chose comme ça. Oh là 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 là, comme on dit, quasiment tous les matchs sont importants sur cette fin de saison. Alors autant vous dire que cet Angers-Montpellier est extrêmement capital et en fait, le gros problème, c'est que là, on est dans une situation où il est important pour les 2 équipes normalement, on est d'accord? Mais en vrai, je suis en train de me dire s'il n'est pas important que pour Angers, parce qu'avec ses 15 points, comme je l'ai notamment entendu de Benjamin Lecomte, il a dit que c'était terminé et ouais, c'est probablement fini pour Montpellier. Je souhaite aux supporters de Montpellier, même si c'est pas encore terminé totalement, mais déjà de se préparer pour l'avenir, pour, voilà, penser à la remontée en Ligue 2, en Ligue 1 plutôt et voilà, beaucoup de force aux passionnés, tout simplement aux gens qui aiment le MHSC. Alors, il y a ce match-là contre Angers et dans les faits, c'est un peu la dernière chance. Je pense que ce match-là, c'est la dernière chance pour Montpellier. Si le Montpellier Hérault, Sporting Club, hein, je pense qu'on avait dit comme ça, ne bat pas Angers, pour moi, c'est fini. Parce qu'il y a 11 points d'écart avec le barragiste. Si tu gagnes, il y en a plus que 8, OK. Oh, ça, on va dire que c'est chaud, mais on peut dire que tu peux encore le faire. Par contre, si tu perds, et surtout qu'Angers prend son envol, là, ça va être très compliqué. Le pire, c'est qu'Angers, ben, ils sont un peu sur une forme calamiteuse et c'est, bah, avec, Montpellier, enfin hors Montpellier, c'est l'équipe qui est le moins en forme de Ligue 1 actuellement.
faut vraiment le savoir, c'est que Montpellier a eu, enfin Angers a eu une super période, mais depuis ce 22 février-là, où ils ont perdu, enfin il y a eu un nul contre Saint-Étienne, il y a nul, défaite, 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 défaite. Voilà un petit peu ce qu'est Angers en ce moment et en fait, ce qui est un peu plus dramatique, c'est qu'il y a pas de but, quoi. Il y a pas de but, il y a une absence de but, c'est dommage parce qu'il y avait des joueurs qui performaient bien, comme Le Paul, hein, notamment, qui était, plutôt, bon, hein, il marquait, pas mal, mais le problème, c'est que maintenant, il y a plus rien. Alors, il y a eu un match contre le PSG, est-ce que je vous en parlais? Non, pas du tout. Bloc bas à un niveau, heu, voilà, exceptionnel, hein. C'est extrêmement compliqué pour les Angevins. Je sais même pas s'ils ont eu, peut-être une possibilité, sur ce match-là, j'ai oublié. Je vous avoue que j'ai oublié. Fofana, il aura fait quand même 5 arrêts, ouais, des arrêts relativement importants pour certains. Ouais, je vais être honnête avec vous, ça va être, un match très, très bizarre parce que dans ma tête, Montpellier est fini. Angers doit absolument, absolument, absolument gagner et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en Montpellier a une forme de mérite. Je sais pas comment vous expliquer, mais Montpellier, bon, en plus, a perdu beaucoup, beaucoup de matchs ces derniers temps, évidemment, sans marquer, ça, c'est une chose également. Mais le truc, c'est qu'ils avaient vécu un bon début d'année. Le début d'année de Montpellier était plutôt bien et ils étaient un peu mal payés. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même eu des matchs, par exemple contre Lille, c'était pas un match calamiteux, enfin, tu n'as pas subi, on va dire, des masses face à Lille, tu vois? Un petit peu, c'est le LOSC à la maison. Il y a eu d'autres matchs, même celui-là contre le Havre. Mais en fait, le gros problème, c'est que tu as un réalisme, proche du néant. Delors, je crois que j'ai vu une stat passer, c'est 9 matchs depuis qu'il est revenu, 0 but, 0 fois décisif. Il y a que Savanier qui peut faire des passes, mais c'est à peu près tout et un Lecomte, ben, qui, oui, n'est pas le plus performant également, mais en même temps, il n'est pas très aidé par sa défense. Ouais, soyons honnêtes les amis. Je vais dire que Angers se relance, mais j'ai tellement aucun feeling. Parce qu'Angers, a quand même des préceptes de jeu, on va dire meilleurs, hein, que Montpellier, il faut aussi dire, la vérité. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'évoquais, mon Angers sur cette chaîne avec beaucoup, beaucoup de plaisir, en vous disant que c'était une équipe un peu «coup de cœur» entre guillemets, parce que elle était vraiment intéressante à voir jouer. Elle avait vraiment un effectif limité certes, pas beaucoup d'immenses talents, mais, il y avait certains joueurs, notamment Abdelli, qui étaient d'un niveau assez satisfaisant pour faire jouer cette équipe-là. Il y avait vraiment des belles séquences collectives qu'on a un peu moins revues. Je pense que c'est le meilleur moyen de se relancer face au Montpellier. Maintenant, voilà, je suis pas du tout serein quand tu sais, notamment qu'à domicile, bon voilà, Angers, c'est 11 points. Il y a eu 3 victoires à domicile pour Angers, c'est extrêmement compliqué. À l'extérieur, évidemment, Montpellier est la pire équipe de France avec une seule victoire à l'extérieur, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement compliqué. Mais un peu comme ce que j'ai dit pour, bah, voilà, Le Havre. Le Havre, pour moi, n'avait pas le choix. Il devait battre Montpellier pour se maintenir. Bah, je dirais un peu la même chose. Pour Angers, je ne sais pas s'ils n'ont pas le choix, mais il faut battre Montpellier pour vraiment bien se maintenir. Et Le Havre l'a fait après, une performance relativement satisfaisante même. Ouais, je peux imaginer, Angers le faire, par exemple à 1-0. En vrai, un nul pourrait vraiment être probable, hein. Je pense qu'un nul est super méga problème sur ce match-là, parce que les 2 équipes sont tellement en crise, tellement peu réalistes. Mais je vais dire, allez, 1-0 Angers sur ce match-là et je vais dire 55-45, je suis pas du tout confiant parce qu'Angers va pas bien. Puis, voilà, c'est très dommage pour Montpellier. Je pense que c'est terminé. Bonne fin de saison quand même aux 2 équipes, bien évidemment. Et on a ce match, entre Le Havre et Rennes qui est surtout important pour les Havrais. Je suis très content d'en parler, bah, parce que Le Havre, c'est quelque chose. Franchement, cette équipe, elle est quand même attachante. Voilà, moi, j'ai aucun rapport avec Le Havre, ni avec Rennes, hein, je suis jamais allé au Havre. Je ne suis jamais allé à Rennes de ma vie, hein, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses à faire, mais Le Havre, c'est attachant. C'est beau et voilà, je dis aux Rennais, s'il y en a qui m'écoutent, attention au Havre parce que voilà, une équipe, même si vous n'avez pas regardé les matchs, qui a certes beaucoup, pris beaucoup de buts, mais qui a battu Lille, OK, qui a marqué 4 buts à Lens, évidemment de la surperformance, on le sait bien, qui a mené 2-1 face à Lyon, qui a marqué 3 buts face à Nantes et qui a évidemment gagné ce match-là contre Montpellier, il le fallait. C'est une équipe qui en veut énormément même, et des individualités qui actuellement sont en train de surperformer, mais surtout se transcender pour le service du collectif et ils veulent ce maintien. Je sens une équipe du Havre qui en veut, qui a du talent, hein. Quichetas, un talent, il aura marqué contre Montpellier, vrai talent de cette équipe. Touré est un taulier. Touré est très, très, très bon. Vraiment, je kiffe l'énergie qu'il dégage, très, voilà, impliqué à fond pour accompagner cette équipe, les jeunes notamment également. Donc super équipe du Havre. Ce match-là contre Rennes, alors il est particulier parce que Rennes, c'est une saison évidemment de crise, soyons honnêtes. Quand tu es Rennes avec le budget que tu as, même pas parler de budget, mais simplement les joueurs que tu as. Tu as des joueurs de fou. Pour Rennes, c'est pas possible. C'est pas possible d'être 12e, c'est pas possible d'avoir autant perdu, 16 défaites. 16 défaites pour les Rennais cette saison. Voilà, alors on pourra me parler d'Habib Beye, il est venu, il a gagné des matchs, OK, mais l'effet Bey, je vais pas le dire non plus, je l'ai méga, méga vu sur le terrain, au niveau de la productivité et tout machin. Il y a eu des matchs peut-être un peu flatteurs, le match contre le PSG était plutôt très bon, hein, pas de problème là-dessus.
Mais d'autres matchs, je pense par exemple à un 4-0, je pense qu'il y a eu, il y a pas trop longtemps. Voilà, c'est un 4-0 un peu «gonflé» entre guillemets, vous avez compris un peu l'idée. Ce match-là, contre Auxerre qui perdent à la fin du match, je joue balle, on en parlera après. Il y a eu un match de Lyon quand même qui était satisfaisant, avec 5 arrêts, c'est vrai, mais grosso modo, un problème de créativité, tu as quand même globalement la possession, tu as très peu de tirs cadrés au final dans ce match-là. C'est relativement compliqué, tu vois? C'est vraiment, vraiment compliqué et bon, bah, tu dis que quand il y a pas Blas, c'est dur, hein, quand il y a pas Blas, c'est dur. Je pense qu'il y a aussi un problème d'attaquant, il y a un problème d'effectif, d'attaque, dans cette équipe de Rennes. Il y a des joueurs, mais bon, voilà, même Fofana, il touche, je pense un salaire relativement élevé. Est-ce qu'il fait assez? J'en sais rien. Bon, Brice Samba, il a quand même fait des gros matchs, mais les recrues, est-ce qu'elles ont pu être assez satisfaisantes? Peut-être, mais dans les faits, tactiquement parlant, ça peut mieux jouer. Il manque des attaquants aussi, d'un niveau peut-être meilleur. Kalimuendo, il a marqué, oui. Il a aussi passé, des matchs, voilà, sans être très, très puissant, mais il était bon, c'est très, très léger et là, il y avait pas Blas, notamment sur ce match-là. Alors match bizarre parce que voilà, ce Havre-Rennes, soyons clairs, Rennes s'en fiche un petit peu. Rennes est maintenu, enfin, avec 32 points. Je pense pas qu'ils vont rester à 32 jusqu'à la fin de saison. Je pense pas qu'il va y avoir un massacre et Rennes va descendre, surtout pas avec les équipes qu'il y a derrière quand même. Par contre, oui, vraiment pour Le Havre, toujours cette optique de maintien et avec une potentielle victoire, ils pourraient revenir à 30 points. Je rappelle un truc, Le Havre à Océane, c'est dramatique. Je sais pas trop pourquoi, mais 3 victoires simplement à Océane qui, bah, ça en fait la pire équipe de Ligue 1 avec 10 défaites également, et du coup à l'extérieur, voilà, 16 jours ce qu'on dit pour Rennes. Rennes se déplace très, très mal et c'est une vérité, 3 victoires, pour les Rennais, mais notons quand même que sur les 3 victoires de Rennes, il y en a eu, ben, je pense sur les derniers matchs, hein. Voilà, il y a eu une victoire 3-0 à Angers qui reçoit également, très, très, très mal. Je pense, voilà, il y a eu une victoire, 4-0 à Montpellier. Alors ce qui est très, très drôle, les 3 victoires de Rennes cette saison à l'extérieur, regardez un petit peu. 3 victoires, hein, c'est marqué ici. C'est littéralement contre Saint-Étienne, Montpellier et Angers. Saint-Étienne, Montpellier et Angers, c'est, voilà, des équipes, qui reçoivent très, très mal et Saint-Étienne quand même qui reçoit un peu mieux, donc c'était plutôt bon, donc voilà. Quelle est, votre prédiction sur ce match-là? Vous, vraiment n'hésitez pas à me dire, mais j'ai pas non plus un feeling de fou. J'ai pas du tout de feeling dans ma tête. C'est typiquement le genre de match où, ça peut finir en match nul parce que voilà, une équipe de Rennes qui n'est pas transcendante, qui manque vraiment, vraiment aussi de qualité, je pense, tout simplement, et même de cohésion tactique, globalement, une équipe qui a été très, très construite, cette saison, mais une équipe du Havre qui en veut énormément. Est-ce qu'on partirait encore sur une victoire du Havre qui a beaucoup canné ces derniers temps, qui en vrai au niveau de la mentalité, il y a rien à dire, qui surperforme beaucoup, qui, ouais, même Georgelin, il est là et pourquoi pas? Mais ouais, je vais quand même dire un petit match nul qui en vrai je pense serait, pas dramatique du tout pour les Havrais. Mais attention, vraiment, je peux imaginer un Rennes, un perdre en vérité un Rennes, bah, qui est à l'image de cette saison. Rennes qui lâche trop de points, Rennes qui n'est pas assez bon. Peut-être que la qualité individuelle simple va suffire sur ce match-là et qu'ils vont gagner. Je vais dire un match nul sur ce hack, Rennes ici. Et enfin, nous terminons par cet AJ-AOL et autant vous dire que ce match est extrêmement important pour Lyon, bien plus que pour Auxerre, parce qu'Auxerre, bah, voilà, c'est fait, hein, c'est fait, bravo à Auxerre. Moi, je félicite, voilà, notamment, bah, les Auxerrois de cette chaîne, hein, qui me suivent. Je pense qu'il y en a évidemment. Bravo, c'était une belle saison. Alors, quand on part du postulat de base, tu veux le maintien est vraiment effectué. À un moment dans ta saison, tu te dis: «Pourquoi pas arriver un peu plus grand?» Au final, tu es un peu retombé, voilà, tu as vécu une période très, très sombre, mais depuis, cette fameuse victoire, contre l'OM, on s'en souvient bien, bah, c'est plutôt bien, tu as perdu contre Strasbourg. Bon, tu as plutôt fait une grosse seconde période de mémoire. Tu as pris un but assez tôt en seconde. Tu as gagné contre Reims, tu as gagné, contre, Montpellier, tu as gagné également contre Rennes. Alors ce qui est drôle, c'est contre Nice et Rennes, tu marques des buts au Money Time, Joubal entre autres, contre Rennes, donc c'est très intéressant et cette équipe d'Auxerre, bon, on la connaît maintenant, une équipe qui a quand même une qualité individuelle de fou, hein. Je pense notamment à Perrin, qui est, très choquant cette saison. C'est quoi un peu les stats de Perrin, cette saison? Parce qu'évidemment, c'est un joueur qui peut rater et tout, mais voilà, très, très pertinent, au niveau de la passe notamment, ouais, encore une passe D, hein, 8 passes D pour lui cette saison, 2 passes D ici contre Toulouse, ouais, doublé contre Brest, bon, il est très, 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 très chaud, Perrin. Pas que, hein, mais voilà, il y a eu des très bons joueurs, hein. Les Massengo, même Traoré Junior entre autres. Enfin bref, il y a eu de la qualité. On le sait, Joubal fait une grosse saison, honnêtement. Et Donovan Léon, bah, soyons clairs, il est parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Lui qui a été extrêmement décrié, hein, par moments, notamment en Ligue 2. Mais il est là. Il est là, le petit Donovan. Et c'est bien. Donc, Auxerre arrive avec beaucoup de confiance, affronter cette OL et cette OL, à l'heure où je m'exprime, je n'ai pas encore vu le match entre Lyon et Manchester. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Lyon, dites-moi que vous l'avez fait. J'espère vraiment que Lyon le fera. Maintenant, dans les faits, je vais être, honnête avec vous. Ils ont bien rebondi. Lyon, ils ont bien rebondi et je pense qu'ils vont vraiment être dans cette optique de se dire: «On va chercher à fond, les points». Voilà, pour Lyon, c'est un match extrêmement crucial. Tu es 5e, tu as réussi à remporter ce match-là contre Lille qui est extrêmement important et en vrai, c'est un match un peu bascule. Je sens vraiment qu'il fallait le gagner. Ils ont mis les ingrédients pour le gagner. Pour moi, Lyon,
J'en ai fait un débrief, hein, si ça vous intéresse. Il y a pas trop de débat. Ils étaient plus forts sur ce match-là. Lille avait beaucoup de mal à ressortir globalement. Il y avait un vrai bon, on va dire même précis globalement. Alors Noama, elle a la blessure de Noma est terrible, hein, terrible. Cherki sera rentré, aura marqué, voilà, grosso modo, gros match de Cherki, on le sait bien. Tolisso aura été, comme d'habitude, assez énorme. Donc c'est très très bon. Notons aussi une bonne doublette, hein, des latéraux. Pas de problème là-dessus. Un Lyon qui, de toute façon, était plutôt bien. Alors il y a eu ces défaites sales un petit peu contre Strasbourg, mais un Lyon qui était convaincant, même très très convaincant. Et ce qui est dingue, voilà, c'est comme je vous l'ai dit ici contre Strasbourg, la première période Strasbourg-OL, elle est excellente. Elle est exceptionnelle. La première période que fait l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg à la Méno, c'est peut-être la meilleure première période que fait Lyon cette saison. Preuve de la qualité réelle de cette équipe. Donc, offensivement, dans la créativité, et cetera, tu peux faire beaucoup de choses. On sait qu'Auxerre, c'est pas la défense la plus imperméable. Attention, Donovan Léon est chaud. Il y a des absences. Je pense que notamment Danois, qui est quand même important pour cette équipe, ne sera pas là pour les Auxerrois. Auxerre a très peu perdu cette saison à la maison. C'est une vérité. Voilà, deux défaites seulement. Mais, mais, je vous montre quand même le classement extérieur de Lyon. Ils sont 5e de Ligue 1. Dans l'optique de se dire que Auxerre ne joue plus rien, dans l'optique de se dire que Lyon doit absolument chercher des points, on va espérer que le match contre Manchester s'est bien placé pour engranger encore de la confiance. En fait, je vois un Lyon arriver à Auxerre, peut-être avec des organismes fatigués, mais y aller à 2000%. Mais vraiment y aller à fond, à fond, à fond la caisse, tout simplement parce que on parle d'un Noël qui doit chercher la Ligue des Champions, qui limite a un besoin vital pour ça, pour le bien du club. Donc, ma prédiction va se baser sur ça. Victoire de l'OL. Je suis pas le plus confiant du tout, bien sûr, parce que voilà, un peu comme ce que j'ai pu dire pour le Auxerre Marseille. Auxerre Marseille, j'étais relativement pessimiste pour Marseille. J'ai mis Marseille vainqueur. Honnêtement, je vous le dis la vérité, parce qu'ils ont juste plus de qualité individuelle. Qu'Auxerre, c'est pas non plus l'équipe qui peut le mieux défendre. Au final, l'OM a vraiment eu énormément de mal à créer des occasions. Je pense que l'OL sera peut-être un peu plus capable à le faire. Ils ont quand même une vraie, vraie, vraie grosse qualité créative. On le sait notamment vis-à-vis de Cherki, Almada entre autres. Et surtout, que l'OL est moins dans cette obsession du ballon. Par conséquent, Auxerre aura des séquences de possession, des séquences hautes. Et en cas de récupération lyonnaise, il y aura vraiment beaucoup d'espace à exploiter et à terminer. Je vais dire Lyon vainqueur ici. Et je vais les mettre à 60-40. Voilà, grand max ici. Vous me dites en tout cas ce que vous en pensez. Pour Lyon, c'est majeur. Pour Auxerre, c'est juste un match. Voilà, tranquille pour la fin de saison. On verra bien ce que ça va donner. Et enfin, les amis, alors ce match un petit peu bonus, on va vraiment passer très, très rapidement entre Nantes et le PSG. Match qui a été reculé vis-à-vis en fait de la Ligue des Champions pour le PSG. Voilà, je vous montre un petit peu. Le PSG va jouer à Aston Villa au Parc et le jouera le 15 avril pour le match retour. Donc évidemment, ai-je besoin d'exprimer mon bonheur? Le débrief est dispo sur la chaîne, les gars. Je suis voilà, quand vous voyez ce PSG qui a remporté tous ses matchs ou presque, hein, cette saison, heu, enfin cette saison, plutôt cette année. Regardez, en 2025, c'est très, très simple, hein. Le PSG, c'est, quasiment que du vert, du vert, 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 quasiment. Il y a eu un match nul contre Reims, il y a eu une défaite, oui, on s'en souvient face à Liverpool. Regardez le match du PSG, c'était un des meilleurs de la saison de loin. C'est comme ça, donc voilà. Nantes, on verra en fait. Le problème, c'est que là, le match, il est dans quasiment 2 semaines alors que je m'exprime. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Nantes a quand même gagné des derniers matchs, pas mal. Il y a eu quelques petits matchs gagnés. Un Nantes qui peut être quand même globalement limité. En vrai, c'est assez dingue parce qu'ici, ils remportent ce match-là. Nantes avec un réalisme glacial et un Lopez qui a été très très chaud. Donc, bon, dans l'absolu, les amis, le prono, il est très très simple, comme toujours. C'est même pas une question de parler ou quoi. Oui, le PSG est favori contre tout le monde en Ligue 1. Il n'y a pas de débat. Oui, le PSG, c'est 80, 90-10, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Nantes sera en bloc bas, complètement, tout le temps. Bah, c'est normal, hein, quand tu affrontes le PSG, tu dois être en bloc bas, ultra, ultra serré. Lopez se fera sûrement des arrêts. En fonction de ça, il peut se passer pas forcément un très bon résultat. Bah, d'ailleurs, regardez, il y a eu un PSG Angers au Parc des Princes, but de Doué, ok. Il y a eu des occasions, certes, machin, mais il y a quand même eu un match de Fofana qui était très bon, ok. Bloc bas abusé pour Angers. Peut-être, hein, peut-être qu'on aura la même chose. D'ailleurs, je pense que Nantes, c'est l'équipe qui a le moins de possession de balle en Ligue 1. On va voir ça très rapidement, ça m'intéresse en vrai. Ouais, voilà, mon instinct ne m'a pas trompé. C'est bien Nantes, l'équipe qui a le moins de possession de balle en Ligue 1, et vraiment de loin. Donc, les gars, attendez-vous à un nouveau bus. Hein, PSG Nantes, le bus. Nantes PSG en plus, le bon bus. D'ailleurs, voilà, je vous montre quand même. À la Beaujoire, cette saison, c'est pas la folie furieuse. 4 victoires seulement. Et à l'extérieur, bon, évidemment que le PSG a eu 3 nuls quand même à l'extérieur, mais quasiment que des victoires. PSG à 85-15, on va dire. Mais attention, Nantes bloc bas, Lopez. Si Lopez craque, bon, ça devrait quand même le faire pour le Paris Saint-Germain. Nous en reparlerons bien évidemment. Merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle est très longue comme d'habitude. Merci pour votre patience, pour votre soutien, pour vos messages, etc. Je vous souhaite une excellente fin de saison. Encore une fois, très 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 bon week-end à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Koro. Et la paix sur vous.